Histoire vraie et vraies histoires. Je suis Sharan et je te raconte la vie secrète des plantes. Aujourd'hui, je me glisse dans la peau de Arachis hypogaea, plus connu sous le nom de arachide ou tout simplement cacahuète. Un homme s'approche de moi d'un air émerveillé, je dirais presque même ravi de la crèche, comme dirait ma copine. Un sourire un peu béat, un peu idiot. L'œil illuminé, on dirait qu'il vient de voir la 8e merveille du monde. Il se présente à moi, George William Carver, et c'est notre rencontre que je vais te raconter. Les oiseaux chantent, les nuages glissent, le vent caresse les herbes sèches, l'atmosphère est paisible. Pourtant, au loin, sur le champ de bataille, des hommes se battent pour avoir les mêmes droits que les autres. Nous sommes à la fin de 1865 dans le Missouri, aux États-Unis. Une époque et un endroit où il ne fait pas bon avoir la peau noire. Quand on est noir, on appartient à quelqu'un. Et c'est le cas de George, le fils de Mary. Elle est l'esclave de Suzanne et Moses Carver, un couple de fermiers. Ils ne sont pas maltraités, non, mais ils ne sont pas libres non plus. C'est comme ça à l'époque. Et quand la mère de George meurt, il est encore très jeune. Alors à l'abolition de l'esclavage, les Carver l'adoptent et il devient officiellement George Carver. Un jour de juin, après avoir nettoyé de fond en comble le sol de la cuisine pour aider Suzanne, George enfile ses sandales 1000 fois rapiécées et remonte presque en courant le chemin poussiéreux qui mène à la forêt de Diamond Grove, là-bas, derrière la colline. Il bute sur un gros caillou sous l'œil sarcastique de Miss Newton. Où vas-tu encore traîner ? Mais je traîne pas, mam. Je vais à mon hôpital des plantes. George a 8 ans et il s'est fabriqué une serre en vieille fenêtre de récup. Là, à l'abri des arbres, il prépare des potions, touille, chauffe, concocte des mélanges de terre, rempote dans des pots en étain. Puis il caresse, il chante, il parle, il rassure. En un mot, il soigne. Ses heures d'observation et son amour fou du végétal lui ont offert une connaissance si fine des plantes et de leur fonctionnement qu'il a acquis une petite notoriété dans la région. On l'appelle le docteur des plantes. Les femmes des fermiers du coin ont pris l'habitude de lui apporter leur petite protégée verte mal en point. Et les résultats sont tout simplement prodigieux. Quand ces petites patientes retrouvent leur propriétaire, elles sont éblouissantes de santé, de quoi faire oublier son jeune âge et sa couleur de peau. Mais George rêve plus grand que ça. Ce qu'il désire le plus au monde, c'est étudier. Alors à 12 ans, il parcourt à pied les 13 kilomètres qui le séparent de la ville la plus proche. Et il intègre une école pour enfants noirs. Oui, on en est encore là, les blancs et les noirs sont séparés dans les écoles. Le problème, c'est que ce qu'on apprend là-bas, c'est bien trop simple pour cet esprit vif et assoiffé de connaissances. Alors il abandonne très vite et il vivote. Il loue ses services et devient un garçon de ferme, groom dans des hôtels, nettoyeur dans des blanchisseries. Peu importe, tant que ça lui rapporte un petit peu d'argent et qu'il peut payer sa chambre de bonne. Pendant son temps libre, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, il marche à travers les prairies, les forêts, les sentiers, un carnet à la main et un stylo dans la poche. Se promener avec lui, c'est tout simplement infernal. Il s'arrête toutes les 5 minutes pour renifler une feuille, dessiner une fleur ou caresser une écorce. On dirait qu'il tombe amoureux à chaque fois qu'il croise une nouvelle plante. Et dans sa chambre de bonne le soir, à la lueur de la bougie, il étudie des livres de botanique. Au bout de quelques années, il obtient son certificat de fin d'études et s'inscrit à l'université du Kansas. Malheureusement, c'est pas parce que l'esclavage est aboli sur le papier que le racisme est aboli dans les cœurs.
Et le jour de la rentrée, il est rejeté à cause de sa couleur de peau. Mais notre jeune George, accroché à son rêve comme un lichen à son rocher, continue de candidater et finit par être admis à l'université d'agriculture de l'Iowa. Le directeur, un homme visiblement progressiste pour l'époque, s'en félicite très vite. Le jeune homme est un véritable poulpe, il touche à tout. Il écrit des poèmes, il peint, il chante, il dirige un club de débat, il entraîne l'équipe de sport tout en étudiant la botanique et l'horticulture. Il obtient son diplôme haut la main et, animé par le goût du défi, il refuse le boulot de prof d'université pépère que le directeur vient de lui proposer. À la place, il choisit de rejoindre l'Institut de l'industrie d'Alabama. Et ça, c'est significatif parce que c'est une des premières universités pour Afro-Américains. Le mot d'ordre, là-bas, c'est la connaissance plutôt que les armes. L'idée, c'est d'améliorer la condition des Noirs américains en les formant à des métiers utiles plutôt que de nourrir leurs ressentiments face à l'injustice. En tant que directeur de la section agriculture, que tout le génie de Carver qui couvait depuis l'enfance va enfin pouvoir fleurir. Poussé par le désir d'améliorer le quotidien des paysans noirs, il va se lancer dans une frénésie de recherche. Et à cette époque, la culture intensive du coton dans le sud de l'Alabama est en train d'empoisonner les sols, lentement mais sûrement. À la place de la végétation verdoyante et diversifiée de son enfance, s'étendent devant les yeux de notre botaniste un décor de western. Des hectares de terre balayés par un vent poussiéreux, des arbres chétifs à demi-morts, des plantes rabougries et sèches comme un coup de fouet. Ni une ni deux, il ouvre une station expérimentale. Bon, en réalité, c'est une petite pièce au fond d'un couloir avec quelques tables, des chaises et un fouillis désordonné d'humus, d'échantillons de terre, d'insectes et de centaines de plantes qu'il ramène de ses balades matinales. Très matinales. La nature est la meilleure des professeurs, et je profite mieux de son enseignement quand les autres dorment. Dans les heures qui précèdent l'aube, Dieu m'indique les projets que je dois réaliser. Dira-t-il à l'un de ses collaborateurs qui s'inquiète de son peu de sommeil. Et oui, notre ami est un scientifique mystique. Il est orienté par sa passion pour la nature, mais aussi pour sa foi en la vie et en Dieu. Il dédie les années qui suivent à réparer les dégâts du vieux diable coton, comme il l'appelle. D'abord, avec ses recherches sur le sol. Il découvre qu'il suffit de déposer une couche épaisse de feuilles décomposées, de fumier et de tourbes marécageuses pour obtenir de très belles récoltes. Quoi ? De la bouse de vache comme fertilisant ? Ah, c'est dégoûtant ! À cette époque, autant vous dire qu'il est perçu comme un hurluberlu par la population et qu'il ne se fait pas que des amis parmi les vendeurs d'engrais chimiques. Un jour, alors qu'il est en train de manger un délicieux sandwich au fromage, assis dans la parcelle desséchée d'un vieux paysan désespéré, ses yeux tombent sur moi. Et oui, vous m'aviez oublié, je suis là, c'est moi la reine de l'histoire. Mes touffes de petites feuilles rondes disséminées çà et là percent à peine le sol, dur et sec comme de la pierre. J'ai un mal fou à pousser sur ce sol-là. Il s'approche, me renifle, et une ampoule s'illumine dans son esprit. L'arachide ! Il crie mon nom comme Christophe Colomb quand il a crié « Inde !» en arrivant en Amérique. Sauf que là, il ne s'est pas trompé. Il feuillette sa bibliothèque mentale, arachides, famille des fabacées, légumineuses qui a le pouvoir de fixer l'azote et de pousser sur n'importe quel sol. Vite, il faut qu'il me ramène dans son laboratoire. Ah, zut, on dirait qu'il a oublié ses outils. Il me gratouille les racines. Avec ses ongles longs, il me retire délicatement du sol. Et là, il découvre tout au bout de mes radicelles des petites coquilles en forme de sac. Il en déshabille une, ça chatouille, et découvre la petite graine que je cache. Il la porte à sa bouche. Mais c'est bon ça, voilà un super dessert. Je crois qu'il vient de tomber amoureux.
c'est parti pour un voyage scientifique extraordinaire. Il rentre à l'université, s'enferme à double tour dans son laboratoire, le tourbillon d'idées qui l'assaille lui chauffe les oreilles. Ses doigts le picotent, il sent qu'il tient le fil d'une avancée agronomique majeure. Il réduit mes cacahuètes à leur plus simple expression. Comme dans l'hôpital des plantes de son enfance, il me synthétise, me décompose, me recompose jusqu'à obtenir plein de produits différents qu'il met dans des jolies petites bouteilles colorées sur son étagère bancale. Après 7 jours et 7 nuits, ses cheveux crépus tout ébouriffés par l'excitation, il sort de son laboratoire et présente à un auditoire éberlué ses premiers résultats. Et oui, à ses yeux, je suis une véritable star en devenir et il veut me propulser sur le devant de la scène. Moi, ou plutôt mes graines, permettent de fabriquer tout un tas de produits. De quoi convaincre les paysans d'en finir avec le coton. Mon beurre est tellement riche qu'il peut facilement remplacer celui des vaches, ce qui veut dire réduire les quantités de lait, donc moins exploiter les vaches, donc moins de surface pâturée, donc on laisse la nature se régénérer tranquillement. Je suis une écolo avant l'heure en fait. Pour convaincre les paysans noirs de me cultiver au lieu de l'horrible coton à sécheur de sol, ils développent 300 utilisations différentes de mes graines. Huile médicinale, encre, teinture, farine, lait, cosmétiques, savon, plastique, colle pour les timbres. Cet homme est inarrêtable. Me cultiver devient un véritable Eldorado. Mais c'est quand la Première Guerre mondiale éclate, que les pénuries alimentaires s'étendent sur le continent américain, que mon génie végétal et les découvertes botaniques de Carver nous propulsent tous les deux au sommet de la gloire. À nous deux, on peut se vanter d'avoir sauvé des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de la pauvreté et de la faim. Rien que ça, messieurs, dames. Bon, ensuite Carver va étudier et rendre célèbre et utile une 30aine d'autres plantes, mais je suis pas jalouse. Cet homme de génie laisse derrière lui une quantité astronomique d'inventions du quotidien qui ont fait la fortune de milliers de personnes. Et pourtant, il est resté humble. Et c'est pour ça que je l'admire autant. Au projecteur de la gloire et au faste d'une vie fortunée, George Carver, l'enfant d'esclave qui a grandi dans le dénuement, préférera toute sa vie la quiétude silencieuse de son laboratoire et notre compagnie à nous, ses amis végétales. Il savait que vous, humains, vous nous devez tout, et avant de mourir, il a dit ces mots-là. Lorsque je touche cette fleur, je touche l'infini. Elle a existé sur cette terre bien avant les êtres humains et continuera d'exister pendant des millions d'années à venir. Jeunes gens, je veux vous supplier de toujours garder les yeux ouverts sur ce que Mère Nature a à vous apprendre. Ce faisant, vous apprendrez beaucoup de choses précieuses chaque jour de votre vie. Alors voilà. J'espère que maintenant vous me regarderez d'un autre œil. Non, c'est pas moi qui suis responsable de l'obésité des Américains. Tout est dans la préparation et la mesure, mes chers amis. C'est cru et nature que je vous offrirai mes plus grands bénéfices. Merci pour votre écoute. Pour venir écouter des histoires sur les plantes au détour d'un chemin, rendez-vous sur le site dame-nature.org.